J'ai entendu mes os heurter chaque marche avant que tout ne devienne noir. Quand j'ai repris connaissance, maman se tenait au-dessus de moi, on dira à tout le monde qu'elle a glissé. Papa a hoché la tête, bien. Les morts ne peuvent pas dire la vérité. J'ai gardé les yeux fermés. Il n'avait aucune idée que j'étais encore en vie. 2 semaines plus tôt, un email avait atterri par erreur dans ma boîte de réception. En pièce jointe se trouvait la version 6 d'un accord de restructuration pour l'entreprise de rénovation de ma famille. On ne m'avait jamais montré que la version 3. La version 6 réduisait la valeur de mes 20% de parts, transférait davantage de contrôle à ma jeune sœur Paige et traitait ma signature comme une simple formalité qu'il comptait récupérer plus tard. Ma mère avait écrit une phrase en dessous, elle signera, elle le fait toujours dès qu'il s'agit de la famille. C'était la partie qu'ils avaient mal calculée. J'avais 25 ans et je travaillais dans le contrôle de projet. Mon métier consistait à trouver l'écart entre ce que les gens disaient avoir été approuvé et ce que les registres montraient réellement. Ainsi, avant même de mettre les pieds à ce dîner dominical, j'avais copié les emails, enregistré les ébauches et commencé à cartographier chaque dollar, mot de passe, abonnement et obligation que ma famille avait discrètement rattaché à mon nom. Couché au bas de ces escaliers, j'ai compris qu'il me restait un avantage, ils me croyaient morte, et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas les détromper. 2 semaines plus tôt, j'étais assise dans une salle de conférence vitrée au 23e étage d'un bureau de construction du centre-ville de Chicago, en train de comparer 2 mises à jour de planning pour l'agrandissement d'un hôpital. L'une indiquait que les travaux d'installation électrique brute se terminaient le 14 octobre, l'autre le 21 octobre. 7 jours ne semblaient pas grand-chose, à moins de comprendre que 6 autres activités dépendaient de cette date. C'était mon travail, chercher le petit écart susceptible de se transformer plus tard en problème coûteux. Je m'appelle Nora Whitmore. À 25 ans, j'étais analyste en contrôle de projet pour l'un des plus grands entrepreneurs généraux de la ville. Je suivais les modifications de planning, les écarts de coûts, les ordres de modification et les milliers de décisions discrètes que les gens oubliaient avoir prises dès que quelque chose tournait mal. Ma collègue Priyash appelait cela du pessimisme professionnel, j'appelais cela de la documentation. Cet après-midi-là, j'étais à mi-chemin de la comparaison de 2 registres de modification lorsqu'une notification est apparue dans le coin de mon écran. L'expéditeur était mon père. L'objet indiquait « Restructuration Whitmore finale ». J'ai failli l'ignorer. Whitmore Rénovation était l'entreprise de mes parents, pas mon travail principal. J'en possédais 20%, mais pendant des années, ma famille avait traité cette participation moins comme un investissement que comme une invitation permanente à travailler les week-ends. J'ai cliqué sur l'email, puis j'ai cessé de respirer un instant. En pièce jointe se trouvait un fichier nommé « Amendement rachat Whitmore v6.pdf ». Version 6. J'avais la version 3 enregistrée chez moi. Mon père me l'avait donnée 6 semaines plus tôt en la décrivant comme préliminaire, nous mettons juste de l'ordre dans la répartition des parts, avait-il dit. Rien ne change sans l'accord de tout le monde. J'ai ouvert la version 6 à côté de la version 3. Les premiers changements étaient assez banals, numérotation des paragraphes, termes définis, une date. Puis je suis arrivé au prix de rachat proposé pour mes parts. Je l'ai lu à 2 reprises. Le montant avait chuté, et pas qu'un peu. J'ai ouvert la note d'évaluation qu'on m'avait envoyée plus tôt dans l'année, juste pour m'assurer que ma mémoire ne me jouait pas des tours. Ce n'était pas le cas. Puis j'ai trouvé la clause de vote modifiée, si je vendais mes 20% selon la nouvelle structure, le contrôle effectif de Paige augmentait bien plus qu'on ne me l'avait laissé entendre. Il y avait aussi une date de clôture proposée et une date de clôture pour une transaction à laquelle je n'avais jamais consenti. Je suis revenu au fil de discussion. Mon père avait écrit, dès que Nora aura signé, nous pourrons régler le reste. Ma mère avait répondu 4 minutes plus tard, elle signera, elle le fait toujours dès qu'il s'agit de la famille. Paige n'était pas en copie. J'ai fixé ces mots plus longtemps encore que le prix d'achat. Mauvaise nouvelle ? Priya se tenait près de la porte vitrée, un café dans chaque main. J'ai réduit l'email. De la paperasse familiale. Elle m'a tendu une tasse. Ça peut être pire qu'une mauvaise nouvelle. En temps normal, j'aurais ri. Au lieu de cela, j'ai demandé, tu as 5 minutes ? Elle s'est assise en face de moi. J'ai tourné mon ordinateur portable, mais je me suis arrêté avant de lui montrer les documents. Le réflexe était automatique, avant de partager quoi que ce soit, je voulais savoir exactement ce que j'avais sous les yeux.
Priya l'a remarqué. Tu as besoin d'un deuxième avis. Pas encore. J'ai regardé à nouveau le nom du fichier. J'ai besoin de savoir si je regarde un brouillon ou une décision qu'ils ont déjà prise à ma place. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait ce pourquoi j'avais été formé dès qu'un projet cessait d'être logique, j'ai élaboré une carte des dépendances. Ma maison de ville était petite, étroite et entièrement à moi. Je l'avais achetée 18 mois plus tôt avec mes propres économies, un programme pour les primo-accédants et un prêt hypothécaire qui me faisait encore grimacer le premier de chaque mois. Mes parents avaient qualifié l'endroit de « mignon » pour commencer. Paige avait dit que la deuxième chambre était trop petite pour servir de vraie chambre d'amis. Je l'aimais quand même, particulièrement la porte d'entrée. Lorsque j'avais acheté les lieux, ma mère avait insisté pour avoir un double de clé d'urgence. La famille devrait toujours pouvoir entrer, avait-elle affirmé. À l'époque, cela semblait réconfortant. Cette nuit-là, je me suis assise à mon îlot de cuisine et j'ai ouvert un tableur vierge. J'ai créé 3 colonnes, m'appartient en propre, partagé par accord, hypothèse familiale. Puis j'ai commencé à les remplir. Mes 20% de parts sont allés dans la première colonne. Tout comme ma maison, mon compte courant, ma carte de crédit, mes qualifications professionnelles. Ensuite, je suis passé aux dépenses récurrentes. La licence du logiciel de planification que Whitmore Rénovation utilisait, ma carte. Le paiement de relais pour l'assurance 4 mois plus tôt, mon virement. Un déficit d'entrepôt l'hiver précédent, le mien encore. 2 trous dans la paix, les miens. J'avais toujours pensé à tout cela comme à des urgences ponctuelles, un mauvais mois, le retard d'un client, un paiement qui serait remboursé plus tard. En les regroupant sur une seule feuille, ces dépenses ont cessé de ressembler à des urgences. Elles ressemblaient à une infrastructure. Je me suis adossé et j'ai passé mes 2 mains sur mon visage. Ma mère me qualifiait de « fille pragmatique » depuis mes 17 ans. Celle qui est forte donne plus parce qu'elle en est capable, aimait-elle répéter. J'avais passé des années à entendre cela comme un éloge. Désormais, cela ressemblait étrangement à une fiche de poste. J'ai fouillé dans mes anciens emails. Un message datant de près de 2 ans est apparu, d'Hélène Whitmore à Robert Whitmore. J'avais été mise en copie parce que l'email contenait le budget d'un projet que j'avais aidé à redresser. Vers le bas, ma mère avait écrit « Paige a besoin de confiance en ce moment, ne l'étouffe pas sous les chiffres ». Je me suis souvenu de ce projet. Paige avait présenté le planning révisé au client, mes parents l'avaient emmené dîner après coup. Et j'avais reçu un SMS de mon père, beau travail pour la correction des dates. Cela m'avait suffi à l'époque. Je me suis dit que je réagissais peut-être de manière excessive. Peut-être que mes parents prévoyaient de négocier. Peut-être que Paige avait vu une autre version. Peut-être que le dîner de dimanche clarifierait les choses. C'était le vieux réflexe, chercher d'abord l'explication la moins douloureuse. Malgré tout, j'ai enregistré des copies de chaque email qu'on m'avait envoyé, de chaque version reçue légalement, de mes propres relevés de paiement et des statuts d'exploitation actuels de l'entreprise. Je n'ai piraté le compte de personne. Je ne me suis pas transféré de documents que je n'avais pas le droit de voir. J'ai simplement cessé de supposer que les copies en ma possession étaient inoffensives. Le dimanche, j'avais assez de questions pour rendre le dîner inconfortable. Je croyais encore que poser des questions suffirait. Mes parents vivaient à Oak Park dans une maison en briques qu'ils avaient achetée avant ma naissance. Le couloir d'entrée sentait la même chose que lorsque j'avais 12 ans, le nettoyant au citron, le vieux bois et ce que ma mère avait préparé. Paige était déjà là à mon arrivée. Elle avait 33 minutes de retard à tout, sauf au dîner de famille. Ce soir-là, elle était en avance. Elle était assise à table, parlant de l'agrandissement de l'entreprise pendant que mon père découpait le poulet. L'entrepôt nous donne l'espace nécessaire pour faire tourner 2 équipes supplémentaires, disait-elle. Papa pense qu'on pourra s'y installer d'ici novembre. Je l'ai regardé. Quel modèle de flux de trésorerie utilisez-vous? Sa fourchette s'est arrêtée. Pour l'entrepôt? Oui. Elle a jeté un regard à ma mère. Cela a duré peut-être une seconde. Je l'ai remarqué. Bref, nous avons des options, a dit Paige. Ce n'est pas un modèle. Ma mère a soupiré. Nora, pouvons-nous, s'il te plaît, avoir un seul repas où tu ne transformes pas tout en conseil d'administration? J'ai posé une seule question. Et Paige y a répondu. Non,
elle ne l'avait pas fait. J'ai regardé ma sœur. Paige poussait un morceau de carotte dans son assiette. J'ai laissé couler pendant encore 20 minutes. Après le dessert, mon père a disparu dans son bureau et en est revenu avec une chemise bleue. Il l'a posée à côté de mon assiette. Restructuration de routine. J'ai regardé la chemise, puis lui. De routine. Principalement des ajustements administratifs. Je n'y ai pas touché. Ma mère a croisé les mains. Tu sais que ton père veut donner plus de flexibilité opérationnelle à Paige. Je sais. Et tu as ta propre carrière, a-t-elle poursuivi. Tu te débrouilles à merveille. Cela permet à chacun de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. La voilà, la phrase flatteuse avant la requête. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé 3 pages imprimées sur la table, la première page de la version 6, le prix de rachat proposé, la section modifiée sur les droits de vote. Mon père s'est figé. Paige s'est penchée en avant. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé. Tu ne l'as pas vu? Elle a regardé mon père, puis ma mère. Non. La bouche de ma mère s'est pincée. Nora, où as-tu trouvé ça? Cela m'a été envoyé par email. Cela ne veut pas dire que c'était définitif. Le nom du fichier dit le final. Les noms de fichiers ne veulent rien dire. J'ai failli rire. Au travail, je passais la moitié de ma vie à expliquer exactement le contraire aux gens. Mon père a posé la paume de sa main sur les feuilles. Tu rends cela plus dramatique que nécessaire. Alors explique-moi pourquoi la valeur de mes parts a été fixée sans moi. Nous élaborions des scénarios avec une date de clôture. C'est une valeur indicative. Et la nouvelle structure de vote? Nora, a dit ma mère sur ce ton qu'elle employait pour faire glisser la conversation des faits vers le comportement. Ton père a travaillé 40 ans pour cette entreprise. Cela ne répond pas à ma question. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Transformer la famille en chiffres. J'ai regardé la chemise à côté de moi. Vous avez transformé mes 20% en un chiffre avant même que je ne passe la porte. Paige a murmuré, je croyais que tu étais d'accord avec ça. Je me suis tourné vers elle. Qui t'a dit ça? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ma mère est intervenue, personne ne te vole quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé de vol. Tu agis comme si nous étions des criminels. Je demande pourquoi il existe une version 6 d'un accord alors qu'on ne m'a montré que la version 3. Le visage de mon père était devenu rouge. Nous essayons de faire avancer une entreprise. Alors faites-la avancer sans prétendre que j'ai déjà donné mon accord. Silence. J'ai repoussé ma chaise. Je ne signe rien ce soir. Ma mère a eu un rire sans joie. Personne ne t'a demandé de signer ce soir. Papa a tapoté la chemise bleue. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un autre silence. Celui-là m'en disait plus long que le premier. J'ai ramassé mon sac et les papiers. Mon père s'est levé. Nous n'avons pas fini de parler. Moi, si. J'ai marché vers les escaliers. Le couloir de l'étage de mes parents donnait directement sur la cage d'escalier. J'avais laissé mon manteau dans la chambre d'amis parce que ma mère détestait voir des vestes posées sur les chaises de la salle à manger. Je suis allé le chercher. Derrière moi, mon père continuait de parler, tu t'en vas dès que les choses deviennent difficiles. C'était presque drôle, j'avais passé 8 ans à être la personne qu'ils appelaient dès que quelque chose devenait difficile. Ma mère m'a suivi. Nora, donne-moi cette chemise. Non. Tu emportes des documents qui appartiennent à l'entreprise. Ils m'ont été envoyés. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ses doigts se sont refermés sur un bord. J'ai resserré ma prise. Maman, lâche. Elle a tiré. Pas assez fort pour m'entraîner, mais assez pour que je fasse un pas en arrière. Mon père se tenait près du sommet des escaliers. Nous pouvons régler cela demain, a-t-il dit. Bouge, Nora. Papa, recule. Ma mère a tiré à nouveau sur la chemise. J'ai tourné mon épaule pour lui échapper. Mon talon n'a trouvé que le vide. Pendant une étrange seconde, j'ai su exactement ce qui s'était passé avant même que la gravité ne fasse son œuvre. Puis l'escalier m'a sauté au visage.
Épaules. Hanches. Tête. Obscurité. Les sons sont revenus avant la vue. Les chaussures de ma mère. Mon père qui respirait fort. Paige qui disait quelque chose d'incompréhensible. Puis la voix de ma mère, on dira à tout le monde qu'elle a glissé. Mon père a répondu, bien. Les morts ne peuvent pas dire la vérité. J'ai gardé les yeux fermés. J'ignore combien de temps s'est écoulé avant que les sirènes ne retentissent. Mes souvenirs après cela sont fragmentés. La voix d'un homme me demandant si je pouvais l'entendre. De l'air froid. Une minerve autour de mon cou. Le plafond lumineux d'une ambulance. J'ai ouvert les yeux. Un ambulancier s'est penché sur moi. Pouvez-vous me donner votre nom? Nora. Nom de famille? Whitmore. Savez-vous où vous êtes? Une ambulance. Bien. Savez-vous ce qui s'est passé? J'ai dégluti. Ma famille et moi nous sommes disputés. Êtes-vous tombé? Oui. Quelqu'un vous a-t-il poussé? La question est tombée avec netteté. Je me suis souvenu de la main de ma mère sur la chemise, de mon père bloquant l'escalier, de mon pied reculant dans le vide. Je ne peux pas affirmer que quelqu'un m'a poussé. Il a hoché la tête et a continué de travailler. C'était important pour moi, je n'allais pas enjoliver ni noircir la vérité simplement parce qu'elle était déjà assez laide en soi. À l'hôpital, les lumières étaient trop vives et tout le monde bougeait trop vite. J'ai oscillé entre veille et sommeil pendant que des personnes me posaient des questions, vérifiaient mes pupilles, découpaient une partie de ma manche et m'envoyaient passer des examens d'imagerie. Lorsque le docteur Maya Chen s'est présenté, je pouvais répondre sans devoir lutter contre le brouillard. Vous avez une commotion cérébrale, une fracture de la clavicule et de nombreux hématomes, a-t-elle dit. La bonne nouvelle, c'est que nous ne constatons pas le genre de lésion crânienne que nous redoutions à votre arrivée. J'ai fermé les yeux un instant. Mes parents sont-ils là? Ils ont demandé à entrer. Mon cœur s'est emballé. Maya l'a remarqué. Voulez-vous qu'ils soient là? Non. La réponse est sortie plus vite que je ne l'aurais cru. Elle a attendu. Aucune information à Hélène ou Robert Whitmore, ai-je dit. Aucun visiteur. Vous êtes adulte et en mesure de prendre vos propres décisions en ce moment. Nous pouvons restreindre les informations et les visites. C'est ce que je veux. Avez-vous peur qu'ils vous fassent du mal? J'ai réfléchi à la question. J'ai peur de ce qu'ils diront qu'il s'est passé avant que je ne puisse dire ce qui s'est réellement passé. Cela a suffi. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer toute ma dynamique familiale. Elle n'a pas promis de me protéger pour toujours. Elle a simplement indiqué mes volontés à l'infirmière et les a consignées dans le dossier. C'était tout ce dont j'avais besoin d'elle. Plus tard, une infirmière m'a appris que mes parents étaient arrivés et qu'on leur avait signifié que le personnel ne pouvait fournir aucun renseignement. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Je savais seulement qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans ma chambre parce que j'avais dit non. Cela peut sembler anodin, à 25 ans, c'était la première décision familiale majeure dont je me souvenais avoir prise sans l'expliquer jusqu'à ce que tout le monde se sente à l'aise. Le lendemain matin, j'ai demandé si je pouvais parler à l'officier chargé de l'incident. Un enquêteur de police est venu l'après-midi même. Il s'est assis à côté de mon lit avec un carnet. Je veux être clair sur un point, a-t-il dit. Affirmez-vous que quelqu'un vous a poussé dans les escaliers? Non. Il a attendu. Il y a eu une dispute au sujet de documents professionnels, ai-je expliqué. Ma mère a attrapé la chemise que je tenais. Mon père se tenait sur mon chemin lorsque j'ai essayé de partir. J'ai reculé d'un pas et je suis tombé. Des menaces? Pas avant ma chute. Après. J'ai regardé la couverture. J'étais consciente pendant une partie de ce moment. Son stylo s'est arrêté. Qu'avez-vous entendu? Ma mère a dit, on dira à tout le monde qu'elle a glissé. Il a écrit. Mon père a dit, bien. Les morts ne peuvent pas dire la vérité. L'officier a levé les yeux. Autre chose? Non. Savez-vous ce qu'il entendait par la vérité? J'ai une idée en rapport avec les documents professionnels, oui. Pouvez-vous les fournir? Je peux fournir des copies des emails et des versions qui m'ont été envoyées.
Il a hoché la tête. Je ne lui ai rien livré de spectaculaire cet après-midi-là, pas d'enregistrement secret, pas de confession, pas de complot de meurtre. Je lui ai donné une déclaration factuelle assortie d'une date et d'une heure. Cela me suffisait. Mon métier m'avait appris une chose que ma famille ne m'avait jamais enseignée, un dossier n'a pas besoin de crier, il a seulement besoin d'exister avant que quelqu'un n'essaie de le remplacer. 4 jours plus tard, j'ai été transféré dans un centre de rééducation. Mon épaule était immobilisée, ma tête pulsait encore dès que je fixais un écran trop longtemps, et traverser la pièce m'épuisait. J'aurais dû me concentrer sur mon rétablissement, au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de la serrure connectée de ma maison de ville. Il y avait une nouvelle entrée dans le journal d'activité, code invité Hélène utilisé. J'ai fixé l'horodatage. Puis une autre entrée, 47 minutes plus tard, code invité Page utilisé. Mes parents n'avaient aucun certificat de décès, aucune ordonnance de succession, aucune autorité légale sur ma maison. Pour n'importe quelle institution, j'étais vivante. Mais ma famille avait déjà commencé à agir comme si mon absence avait transformé tout ce que je possédais en biens communautaires. J'ai posé le téléphone. Pendant des années, j'avais pensé que mon plus grand problème était que mes parents ne voyaient pas à quel point j'en faisais. Cet après-midi-là, allongé sur un lit de rééducation avec un bras attaché contre le corps, j'ai enfin compris que c'était l'inverse, ils savaient exactement tout ce que je faisais. Ils avaient simplement confondu ma bonne volonté avec une autorisation permanente. Et maintenant, ils pensaient que la seule personne capable de révoquer cette autorisation était morte. Pour la première fois depuis ma chute, j'ai souri. Non pas par désir de vengeance, mais parce qu'ils avaient tort. Le sourire a duré peut-être 3 secondes, puis mon épaule m'a rappelé où j'étais. Une vive douleur a irradié de ma clavicule jusqu'à mon bras lorsque j'ai tendu à nouveau la main vers mon téléphone. L'infirmière du centre m'avait prévenu que la douleur rendait les gens imprudents, elle parlait des escaliers et des douches. Dans mon cas, elle aurait dû inclure les tableurs. Le code invité d'Hélène avait été utilisé à ma maison de ville. 47 minutes plus tard, celui de Page avait suivi. C'était des faits. Tout le reste n'était qu'interprétation. Cette nuance était cruciale. Au travail, une mauvaise hypothèse pouvait transformer un retard de 5 jours en une catastrophe de 5 semaines, simplement parce que les gens prenaient des décisions basées sur des éléments que personne n'avait vérifiés. Mes parents avaient passé la majeure partie de ma vie à faire exactement cela avec moi, Nora peut s'en occuper, Nora ne dira rien, Nora a des économies, Nora comprend, Nora assure toujours. Cette fois, j'ai refusé d'ajouter une hypothèse personnelle. Peut-être étaient-ils entrés pour vérifier le chauffage. Peut-être que Page avait récupéré quelque chose qu'elle y avait laissé. Peut-être que ma mère avait arrosé la plante près de la fenêtre de la cuisine. Possible ne signifiait pas probable, mais le possible méritait tout de même sa propre colonne. Alors, au lieu d'appeler l'un d'entre eux, j'ai appelé Priya. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Tu as une voix affreuse. Bonjour à toi aussi. C'était de l'inquiétude. Ça se travaille. Une chaise a grincé de son côté. Comment vas-tu? La question ordinaire m'a touché plus qu'elle n'aurait dû. Pas, que s'est-il passé, pas, que disent tes parents, pas, qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise? Juste, comment vas-tu? J'ai mal à la tête, ai-je répondu. Mon épaule déteste la gravité. La kinésithérapie commence cet après-midi, et sur le plan émotionnel, j'ai un tableur. À ce point-là. Un rire m'a échappé avant que je ne puisse le retenir, puis ce rire a tiré sur mon épaule et j'ai regretté d'avoir trouvé cela drôle. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. La voix de Priya a changé, juste assez pour montrer qu'elle écoutait plus attentivement. Quel genre? Ma maison de ville m'appartient. À moi seul. Ma mère a une clé d'urgence et les codes invités que je leur ai donnés sont toujours actifs. D'accord. Je veux que les codes soient révoqués. Je veux que les serrures soient changées. Elle a attendu. Je peux réserver le serrurier, ai-je poursuivi. Je peux justifier de ma propriété. Je peux payer. Je ne peux juste pas être physiquement présente. Tu veux que j'ouvre au serrurier? Oui. Rien d'autre. C'est fait. Priya. J'ai bien entendu le rien d'autre. Je suis sérieuse. Ne fouille pas dans les tiroirs. Ne prends pas chaque pièce en photo.
Ne transforme pas ça en enquête. J'avais prévu de rester près de la porte, de boire un mauvais café et de m'assurer qu'aucun inconnu ne parte avec ta télévision. C'est exactement le niveau d'héroïsme que je demande. Enfin des attentes raisonnables. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'acte de propriété et les documents du prêt immobilier stockés dans mon dossier personnel. Seul mon nom apparaissait. Aucune contribution parentale, aucun copropriétaire, aucun contrat d'indivision. L'apport initial provenait d'années d'économie plus un programme d'aide aux primo-accédants auquel j'avais eu droit par moi-même. C'était important, car les limites sont plus faciles à poser lorsqu'elles ne nécessitent aucune interprétation. Ma mère avait une clé parce que je lui en avais donné une permission pouvait être retirée. À 10h14 ce matin-là, chaque code invité a disparu de l'application de la serrure connectée. À 11h37, le serrurier m'a envoyé une confirmation. À 11h42, Priya m'a appelé en vidéo. Son visage est apparu d'abord, puis mon couloir d'entrée. Voir ma propre maison à travers le téléphone de quelqu'un d'autre m'a noué l'estomac. Rien ne semblait saccagé, pas de tiroir vidé sur le sol, pas de verre brisé. Le porte-parapluie penchait toujours légèrement vers la gauche parce que j'oubliais sans cesse de resserrer l'une de ses vis. « Tu veux que je fasse le tour ?» a demandé Priya. Lentement, la caméra est passée dans le salon, canapé, lampe, bibliothèque, la coupe en céramique bleue où je jetais ma petite monnaie. Tout était normal. Puis la cuisine. Arrête. Priya s'est figée. Oriente vers la gauche. Le vieux classeur en bois que je gardais sur le réfrigérateur avait disparu. Il contenait autrefois des impressions de planning, des notes de coûts manuscrites, des corrections de fournisseurs et des ébauches de projets datant des années où Whitmore Rénovation s'appuyait tellement sur moi que j'avais pratiquement un second bureau chez mes parents. Ma mère avait qualifié cela de bazar. « Tu gardes encore ces vieilleries ?» m'avait-elle demandé la dernière fois qu'elle l'avait vue. Apparemment, quelqu'un avait révisé son jugement sur ces vieilleries. Autre chose, a demandé Priya. La chambre. Elle est montée à l'étage. La petite boîte en noyer qui contenait la montre de ma grand-mère avait disparu de la commode. Quelques pièces d'argenterie manquaient également dans le vaisselier de la salle à manger en bas. Des objets petits, précis, rien de pris au hasard. Je devrais appeler la police, a demandé Priya. Pas encore. Nora. Ils avaient la permission d'entrer avant que je ne la révoque. Je ne sais pas qui a pris quoi. Je sais seulement que 2 codes ont été utilisés, c'est tout. On dirait que tu parles boulot. C'est intentionnel. Priya m'a fixé à travers l'écran. Note-le, dans ce cas. C'est déjà fait. Date, heure approximative, objet, dernier emplacement connu, journal d'accès. Aucune conclusion hâtive. L'argenterie manquante me mettait en colère. La montre me rendait triste. Le classeur me rendait curieuse, c'était celui auquel je ne cessais de penser. Pourquoi prendre des dossiers que ma mère avait passé des années à balayer d'un revers de main comme mes petits carnets obsessionnels? En milieu d'après-midi, la première réponse est arrivée d'une autre direction. La séance de kinésithérapie avait duré 40 minutes et m'avait laissé avec la sensation d'avoir couru un marathon en n'utilisant que des muscles dont personne n'avait pris la peine de m'apprendre le nom. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert mes applications bancaires. Depuis 6 ans, l'argent quittait mes comptes d'une manière qui semblait anodine prise isolément, $180 par-ci, $900 par-là, un virement d'urgence, un renouvellement de logiciel, une cotisation d'assurance que mon père promettait de rembourser. Les montants n'étaient jamais assez élevés individuellement pour justifier une confrontation, ensemble, ils étaient devenus une taxe silencieuse imposée au statut de fille dévouée. Cette fois, j'ai traité chaque lien financier comme un point d'accès sur un chantier. Mon compte courant personnel est resté intact. La carte de crédit, en revanche, était une autre affaire. Des années auparavant, j'avais ajouté ma mère comme utilisatrice autorisée pour les courses et les dépenses courantes à une époque où mon père s'était fait opérer et où je voyageais constamment pour le travail. La carte était toujours active, son statut d'utilisatrice aussi. Je l'ai supprimée, j'ai changé le mot de passe et demandé un nouveau numéro de carte. Puis j'ai passé en revue les paiements récurrents, le logiciel de planification utilisé par Whitmore Rénovation était prélevé sur ma carte annulée au prochain renouvellement, un virement mensuel sur un compte que mes parents utilisaient pour des dépenses professionnelles diverses a arrêté. Un paiement lié à un espace de stockage qui avait survécu à 3 arrangements temporaires successifs a arrêté.
Rien de ce qui leur appartenait n'a été transféré sur mon compte. Aucun fonds partagé n'a disparu. Aucun compte d'entreprise n'a été touché. J'ai simplement cessé de payer des factures qui n'étaient les miennes que parce que je n'avais jamais dit non. Lorsque la liste a été terminée, le total mensuel s'est affiché en bas de mon écran, c'était plus que le remboursement de ma voiture, moins que mon prêt immobilier, mais suffisant pour peser lourd. Pendant plusieurs minutes, j'ai simplement fixé ce chiffre. Puis j'ai ouvert un nouveau tableau de budget, prêt immobilier, charges, frais médicaux, transport, courses, épargne, une ligne pour les coûts de kinésithérapie que l'assurance pourrait ne pas couvrir. Arrivé en bas par automatisme, j'ai tapé « réserve familiale ». Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. Cette catégorie existait sous une forme ou une autre depuis mes 19 ans, pas toujours sous ce nom, Urgence Papa et Maman, Whitmore, Marge-Page. Des étiquettes différentes pour un même objectif, de l'argent gardé prêt au cas où les choix de quelqu'un d'autre deviendraient ma responsabilité. J'ai supprimé la ligne. L'espace vide m'a mise mal à l'aise un instant, puis plus du tout. Le premier message vocal est arrivé le lendemain matin. Mon téléphone était resté éteint pendant la majeure partie de la semaine précédente, et j'avais délibérément laissé l'ancien numéro actif parce que les gens révèlent des choses intéressantes lorsqu'ils croient que personne n'écoute. La voix de ma mère a empli la pièce, la carte de Nora ne fonctionne pas. J'ai essayé le renouvellement du logiciel à 2 reprises. Une pause, puis mon père, plus loin du combiné, la banque a peut-être été prévenue. J'ai serré le bord de la couverture. Personne n'avait prévenu une banque que j'étais morte, personne ne le pouvait, puisqu'il n'y avait pas de certificat de décès, étant vivante. Mon père ne faisait que deviner. Le message vocal a continué. Paige a parlé ensuite, prévenu par qui? Il n'y a même pas d'acte de décès. Pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. Hélène a répondu sèchement, ce n'est pas la question. La question, c'est que nous devons couvrir le logiciel et l'assurance. Puis Paige a posé la question que j'attendais sans le savoir, pourquoi est-ce que c'était Nora qui payait tout ça? Le message s'est arrêté peu après. Je n'ai réécouté que cette phrase, pourquoi est-ce que c'était Nora qui payait tout ça? Pas, combien, pas, depuis quand? Juste, pourquoi? Peut-être que Paige jouait l'ignorance, peut-être qu'elle avait toujours su et s'inquiétait soudain de sa responsabilité juridique. Les deux étaient possibles, mais sa confusion lors du dîner avait semblé sincère, et j'avais maintenant un deuxième indice. Un événement est un bruit de fond, 2 méritent d'être observé, au troisième, j'appellerais cela un schéma récurrent. L'après-midi a fourni le 3e élément. Un email est arrivé d'une administratrice de projet de Whitmore Rénovation. Cette femme y travaillait depuis des années et me connaissait principalement comme la fille de Robert qui rectifiait les plannings à l'occasion. L'objet était « confirmation de qualification ». Elle écrivait que l'un des modèles de devis contenait toujours la mention « contrôle de projet soutenu par la direction de la famille Whitmore ». Un client potentiel avait demandé si cela signifiait que j'étais activement impliqué. L'administratrice voulait savoir ce qu'elle devait répondre. J'ai lu l'email 2 fois, puis j'ai cherché dans mes dossiers. Cette formulation apparaissait dans de multiples anciens modèles. Pas un mensonge direct, mais pire à certains égards, un flou bien pratique. Cela laissait les gens supposer que mon expérience appuyait des travaux que je n'avais jamais examinés. Avant la chute, j'aurais probablement appelé mon père, il aurait dit que c'était inoffensif, maman aurait dit que je défendais mon précaré, Paige aurait promis de mettre à jour le document plus tard. Plus tard, c'était l'endroit où les limites allaient mourir. J'ai rédigé la réponse moi-même. J'ai précisé que je ne fournissais pas actuellement de service de contrôle de projet à Whitmore Rénovation, qu'aucune proposition commerciale ne devait impliquer ma révision ou mon approbation sans confirmation écrite directe de ma part. Et que mes qualifications professionnelles ne devaient pas être utilisées pour cautionner les projets en cours. Aucune accusation, aucun commentaire subjectif, aucune mention des escaliers. Puis j'ai envoyé l'ébauche à Priya. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard, la 3e phrase en fait trop. Coupe. Les faits suffisent. Elle avait raison. J'ai retiré l'explication superflue et j'ai cliqué sur envoyer. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais cru que protéger ma réputation exigeait de prouver que mes parents avaient tort. Ce n'était pas le cas, parfois, il suffisait de dire ce qui était vrai et de refuser de l'enjoliver. Ce soir-là, la carte des dépendances s'est agrandie. J'ai extrait d'anciens dossiers de mes propres fichiers et commencé à associer des dates aux services rendus.
Je me suis souvenu d'un rattrapage de planning pour la rénovation d'une cuisine que Pej avait présentée à un client, d'un réajustement de budget après qu'elle eut validé des matériaux plus haut de gamme sans modifier les prévisions de coûts. D'un litige avec un fournisseur que j'avais démêlé un samedi parce que Robert disait que Pej avait un trop bon contact humain pour s'enliser dans les détails, de 2 révisions de devis, de 3 appels tard le soir. D'un week-end où j'avais annulé mes projets parce qu'une étape clé avait dérivé et que tout le monde affirmait que le rendez-vous client du lundi était décisif. Pej s'était tenu devant le client, j'avais reconstruit le planning, mes parents l'avaient emmené dîner, et mon père m'avait envoyé ce SMS, beau travail pour la correction de la date. À l'époque, j'avais gardé le message par reconnaissance, aujourd'hui, il me paraissait plus dérisoire que dans mon souvenir. Le problème n'était pas que Pej ne faisait rien, elle avait un excellent relationnel avec les clients, meilleur que le mien pour être honnête. Elle pouvait entrer dans une pièce remplie de propriétaires furieux et en ressortir en faisant rire la moitié d'entre eux. Mais sa compétence dans un domaine avait été transformée en justification pour la protéger de tous les autres. Et la mienne avait été transformée en preuve que je pouvais absorber tout ce qu'elle ne gérait pas. À minuit, j'avais une estimation approximative de ce que Whitmore Rénovation devrait dépenser chaque année si l'entreprise payait au tarif du marché pour la planification, le suivi des coûts, la correction des devis et les logiciels que j'avais discrètement financés. Le chiffre était inconfortable, mais pas catastrophique. C'était important, l'entreprise n'allait pas s'effondrer sans moi, son fonctionnement allait simplement devenir plus coûteux. Honnêtement, cette prise de conscience m'a apporté un soulagement inattendu. Me retirer ne signifiait pas réduire à néant l'entreprise de mes parents, cela signifiait laisser l'entreprise assumer son propre poids. Le lendemain matin, j'ai cherché le fil de discussion vieux de près de 2 ans. Cette phrase disant que Pej avait besoin de confiance me tracassait. Je l'ai trouvé, puis j'ai fait défiler l'écran vers le haut. L'échange complet était pire. Mon père s'était plaint qu'un projet avait dépassé le budget et que Pej était déjà bouleversé par une altercation avec un client. Hélène avait répondu, Pej n'a pas besoin de savoir tout ce que Nora assume. Elle a besoin de confiance en ce moment. Nora peut gérer les chiffres jusqu'à ce que Pej prenne la mesure du rôle. Je l'ai lu une fois, puis une seconde. L'horodatage datait de presque 2 ans. Ce n'était pas une mauvaise semaine, pas une crise temporaire, pas un parent essayant d'épargner du stress à son enfant, c'était un système. Ma mère savait exactement ce que j'assumais, elle avait délibérément décidé que Pej ne devait pas le savoir. Une pièce du puzzle a trouvé sa place. Pendant des jours, j'avais essayé de résoudre le mauvais problème. Je ne cessais de me demander ce que Pej savait, alors que la question la plus utile était, qui avait intérêt à l'empêcher de savoir? Hélène. Une fille qui croyait réussir naturellement restait facile à valoriser, une fille qui croyait être forte par nature restait facile à surcharger. L'une recevait la confiance, l'autre recevait les chiffres. Ma mère pouvait qualifier ces 2 arrangements d'amour. Un coup frappé à la porte de ma chambre de rééducation a interrompu ma réflexion. La kinésithérapeute a passé la tête. Non. Elle a souri. Bonne réponse. On y va quand même. Ce jour-là, elle m'a fait travailler le passage de la position assise à la position debout sans utiliser mon bon bras pour faire levier. La première tentative a été laborieuse, la deuxième pire encore. À la 5e, mes jambes tremblaient. Encore une fois, a-t-elle dit. J'ai failli lui aboyer dessus, puis je me suis arrêté. Non. Elle a scié. J'ai besoin de 2 minutes. Cette simple réponse a failli me bouleverser. Pas de culpabilisation, pas de leçon de morale, aucun rappel que d'autres personnes comptaient sur moi. J'avais dit que j'avais besoin de 2 minutes, alors j'ai eu 2 minutes. Il était ridicule que cela me semble si nouveau. De retour dans ma chambre, j'ai laissé les messages vocaux de ma famille non écoutés pour le reste de l'après-midi. J'ai dîné, regardé la moitié d'un épisode d'une émission de cuisine, et transféré une partie de la somme que j'envoyais d'habitude à mes parents vers ma propre épargne de précaution. Rien de dramatique ne s'est produit, le bâtiment n'a pas tremblé, personne n'a surgi pour révoquer mon appartenance à l'espèce humaine. Ma mère est arrivée à ma maison de ville le lendemain matin. Je l'ai su parce que la caméra de la sonnette m'a envoyé une alerte, mouvement à la porte d'entrée. Son visage remplissait mon écran. Elle portait son sac sous un bras et mon ancienne clé d'urgence dans l'autre main. Pendant quelques secondes, elle est restée dos à la caméra, puis elle a essayé la serrure. 1 fois, 2 fois. La clé ne tournait plus.
Elle a reculé, l'a regardé, puis a essayé le pavé numérique. L'ancien code a échoué. Hélène a appuyé à nouveau, échec. Encore, échec. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. J'ai laissé basculer sur la messagerie. Sa voix m'est parvenue plus tard, quelqu'un a changé les serrures de Nora. Quelqu'un. Pas Nora. Pas la propriétaire. Quelqu'un. Même en me croyant disparu, ma mère imaginait plus facilement une force extérieure modifiant ma maison qu'elle ne pouvait concevoir que je prenne une décision sans son accord. Elle a continué de parler, manifestement à mon père, nous devons découvrir qui a autorisé cela. J'ai mis l'enregistrement en pause. La réponse se trouvait sur l'écran dans ma main, c'était moi. Aucune permission demandée, aucun vote de famille, aucune discussion, juste la propriété. Pour la première fois depuis mon réveil dans l'ambulance, cette pensée ne m'a pas effrayé, elle m'a semblé limpide. Ce soir-là, un email est apparu sur l'ancien compte que je surveillais encore. L'expéditrice était Paige. Elle avait écrit à notre mère en mettant papa en copie. Peut-être supposait-elle que l'adresse ferait simplement partie d'une future procédure de succession, ou peut-être voulait-elle que la question soit consignée quelque part. Le message en lui-même se suffisait à lui-même, « Maman, qu'est-ce que Nora payait exactement ?» Une deuxième ligne suivait, « Et pourquoi me demande-t-on de signer une garantie personnelle maintenant ?» Mes yeux sont restés fixés sur ces mots, « garantie personnelle ». Elle était là, la charge n'avait pas disparu avec moi, elle s'était déplacée. Et pour la première fois de sa vie, Paige pouvait en ressentir le poids. La garantie personnelle changeait la donne. Jusque-là, tout ce que j'avais découvert renvoyait au passé, vieux paiements, vieux emails, anciens chantiers dont j'avais réglé les problèmes avant que Paige n'en présente le résultat. La garantie engageait l'avenir. Le rôle que j'avais occupé chez Whitmore Rénovation n'avait pas disparu lorsque mes parents avaient décrété ma mort, il était en train d'être réattribué. Pendant presque toute la matinée, l'email de Paige est resté ouvert sur mon écran. Une caution personnelle signifiait que le risque financier lié à l'entrepôt ne s'arrêterait plus à la société, quelqu'un engagerait son propre nom et son patrimoine. Mes parents avaient déjà tenté des variantes de cette discussion avec moi auparavant, jamais de manière frontale, jamais avec des termes aussi explicites. Papa m'appelait pour dire qu'un créancier avait besoin d'un peu de réassurance, maman m'assurait que c'était temporaire, puis l'un d'eux me rappelait que je possédais de toute façon une part de l'entreprise, comme si la propriété et la responsabilité illimitée étaient une seule et même chose. J'avais toujours trouvé un prétexte pour ne pas signer les pires versions, mais j'avais aussi continué à en faire assez en périphérie pour qu'il n'ait jamais à affronter ce que signifiait réellement mon refus. Désormais, il n'y avait plus de Nora en périphérie, le risque avait donc changé de cible. J'ai appelé tante Joanne. C'était la jeune sœur de ma mère, l'une de ses parentes qui savait presque tout sans jamais admettre en savoir assez pour prendre position. Pendant des années, Joanne avait aidé Whitmore Rénovation pour la comptabilité quelques heures par semaine. Elle n'était pas comptable de métier, mais elle était organisée, minutieuse et très douée pour dire des phrases comme « c'est entre toi et ta mère ». Le téléphone a sonné 5 fois avant qu'elle ne décroche. « Allô ? C'est moi. » Un silence, puis une brusque inspiration. « Nora. »« Oui. »« Oh, mon Dieu. S'il te plaît, n'appelle pas maman. » Cela a coupé net ce qui allait suivre. Joanne a baissé la voix. « Où es-tu ? » ?»« Je suis en sécurité. »« Es-tu à l'hôpital ? » ?»« Je suis en rééducation. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Ta mère a dit. »« Je sais ce qu'elle a dit. » Autre pause. « Tu es vivante. »« Oui. » Un rire étrange lui a échappé, puis elle a éclaté en sanglots. Je l'ai laissé faire. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour gérer l'émotion de quelqu'un d'autre. Quand sa respiration s'est calmée, elle a dit, « Hélène pense que tu es morte. » Je sais. Est-ce que Paige le sait ? Non. Robert ? Non. Nora, tu dois leur dire. Le vieux réflexe a surgi, expliquer, rassurer, atténuer l'inconfort d'autrui. Au lieu de cela, j'ai regardé l'email de Paige. Je déciderai quand. Joanne s'est tue à nouveau. C'était nouveau, d'habitude, si une parente plus âgée me disait ce que je devais faire, j'adoucissais la phrase jusqu'à ce qu'elle ressemble à ma propre idée. Cette fois, je l'ai laissé assumer ses propos.
J'ai besoin de te poser quelques questions, ai-je dit. À quel sujet? L'entreprise. Un soupir lasse a traversé le combiné. Bien sûr. Qui était au courant pour les découvertes de trésorerie sur les salaires l'hiver dernier? Ton père. Maman? Oui. Paige? Johan a hésité. Je ne pense pas. Pourquoi? Elle s'occupait du chantier Marlowe. Ce n'était pas ma question, Johan. Écoute. Ta mère ne voulait pas qu'elle s'inquiète. J'ai noté cela. Qui savait que je payais le logiciel de gestion de planning? Moi. Qui d'autre? Hélène. Robert. Paige? Je supposais qu'elle le savait. L'as-tu déjà entendu dire qu'elle le savait? Non. Cette réponse est allée dans une autre colonne. Et pour le projet Henderson? Le dépassement de budget? Je me souviens de celui-là. Qui a décidé que Paige ne devait pas voir l'ampleur exacte du dépassement avant le rendez-vous client? Un silence plus long s'est installé. Ta mère, a répondu doucement Johan. Qu'a-t-elle dit? Johan a rechigné, je ne veux pas aggraver les choses. C'est déjà arrivé. Je te demande ce que tu as entendu. Elle a dit que Paige paniquait lorsqu'il y avait trop de chiffres à la fois. Mon stylo s'est arrêté. Les mots exacts? D'aussi près que je m'en souvienne, Paige panique, Nora gère mieux la pression. C'était encore là, rien de diabolique, rien de spectaculaire, presque raisonnable. C'était ce qui rendait cela si destructeur, un compliment bien tourné pouvait dissimuler une charge accablante. Que as-tu pensé quand elle a dit ça? Johan est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que la communication avait coupé. Enfin, elle a lâché, j'ai pensé qu'elle te faisait un compliment. Moi aussi. Cette réponse m'a fait plus mal que prévu. Pas parce que Johan m'avait trahi, mais parce qu'elle avait vu exactement la même chose que moi, et que nous avions toutes les deux appelé cela un éloge. Est-ce que quelqu'un m'a déjà demandé si j'avais envie de m'en charger? Non. La réponse a été immédiate cette fois. J'ai fermé les yeux. Johan a repris la parole, ta mère a grandi en faisant la même chose. J'ai rouvert les yeux. Comment ça? Grand-mère faisait peser beaucoup de choses sur Hélène. Bien plus qu'elle n'aurait dû. Ta mère gardait les plus jeunes, s'occupait des factures quand ton grand-père était au chômage, cachait les problèmes pour que personne à l'extérieur ne sache qu'ils étaient en difficulté. J'avais déjà entendu des bribes de cette histoire, toujours présentée comme la preuve du courage de ma mère. Johan a poursuivi, elle disait souvent que c'était ce qui maintenait la famille unie. Et est-ce que ça l'a fait? Je ne sais pas. C'était probablement la phrase la plus sincère que tante Johan m'ait jamais dite. Comprendre où ma mère avait appris cette règle ne la rendait pas moins nocive, cela lui donnait simplement une origine. Les gens héritent de meubles, de recettes, de la couleur des yeux, apparemment, nous héritons aussi de fiches de poste auxquelles personne ne se souvient avoir consenti. Avant de raccrocher, Johan a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas encore décidé. Ça ne te ressemble pas. Non. Pour la première fois, cela me ressemblait pourtant parfaitement. Plus tard dans l'après-midi, un autre message vocal est arrivé de Paige. Sa voix était plus tendue qu'auparavant, maman dit que si je suis vraiment prête à diriger, je dois signer personnellement la garantie de l'entrepôt. Elle s'est interrompue. Elle ne cesse de répéter que toi, tu l'aurais fait. Le message s'est arrêté. Le suivant est arrivé 3 heures plus tard, papa veut que je gère les litiges avec les fournisseurs maintenant. Il a dit que quelqu'un devait se comporter en adulte. J'ai écouté ce dernier message à 2 reprises. Non pas parce que j'aimais voir Paige se débattre, ce n'était pas le cas. Il y avait eu des années où une petite part d'amertume en moi s'était demandé ce que cela ferait si elle devait enfin porter ce que je portais. La réponse s'est révélée décevante, cela ne ressemblait pas à de la justice, mais plutôt au spectacle d'une machine cherchant la prochaine main disponible. Pendant des années, Paige avait été préservée des aspects ingrats de la responsabilité et félicitée pour son épanouissement sans eux. À présent, mes parents lui demandaient d'absorber exactement les risques qu'ils qualifiaient autrefois de preuve de ma force. Le système n'avait pas changé, il s'était simplement retrouvé à court de Nora. Cette prise de conscience m'a accompagné lors de ma séance de kinésithérapie le lendemain matin. La thérapeute m'a guidé vers un petit escalier d'entraînement de 4 marches.
Je me suis arrêté au pied. Mon corps a réagi avant mon esprit, épaules crispées, respiration courte, un flash soudain de bois verni et la main de ma mère se refermant sur la chemise. « Tu veux passer ton tour aujourd'hui ?» a demandé la thérapeute. J'ai détesté la question, car une part de moi voulait répondre oui. Au lieu de cela, j'ai agrippé la rampe. Une marche. Ça me va. La première marche a fait mal, sans excès. La deuxième a fait trembler mon mollet. À la troisième, la pièce m'a paru trop lumineuse. Stop, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. Pas de leçon, pas de déception, aucun rappel que j'y étais presque. Nous avons attendu. Après 1 minute, j'ai gravi la 4e marche. Rien de cinématographique ne s'est produit, pas de musique, pas de révélation soudaine. Je me tenais simplement 4 marches plus haut qu'auparavant. Cet après-midi-là, j'ai obtenu l'autorisation de passer quelques heures chez moi dans le cadre de la préparation à ma sortie. Priya m'a conduite. Elle a porté mon sac malgré mes protestations, puis m'a ignoré quand j'ai insisté. À l'intérieur, l'endroit sentait légèrement la poussière. La nouvelle serrure a cliqueté derrière nous. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement resté debout dans la cuisine, pas de chemise bleue, pas de téléphone qui sonne, aucun problème de client de Whitmore Rénovation, aucune mère pour me rappeler que Paige a beaucoup de travail en ce moment. Mon calendrier était toujours affiché sur la tablette fixée au réfrigérateur. Le dimanche soir indiquait un créneau récurrent, réunion Whitmore dimanche 18h. Je l'avais créé des années auparavant, après que papa s'était plaint qu'il était impossible de me joindre en semaine. C'était censé durer 30 minutes, cela en prenait régulièrement 2 heures. Mon doigt a plané au-dessus de l'événement, supprimer la série récurrente. L'écran a demandé confirmation. J'ai appuyé sur oui. Le dimanche vide semblait presque anormal. J'ai donc touché l'espace libre et tapé un seul mot, libre. Priya l'a vu depuis l'autre bout de la cuisine. Tu planifies le néant maintenant? Apparemment. Choix de carrière audacieux. J'expérimente quelque chose. Elle a souri. Quoi donc? Ne plus allouer à l'avance tout mon temps libre à des urgences qui ne sont pas encore arrivées. Ça ne marchera jamais. Pour la première fois depuis la chute, cette maison m'a semblé être un endroit où je vivais, plutôt qu'un actif que je devais défendre. Ce sentiment a duré jusqu'à ce que nous ouvrions mon ordinateur portable. L'analyse financière que j'avais commencée en rééducation manquait encore d'une chose, de recul. Je savais ce que j'avais payé, ce que j'ignorais, c'était si ma colère amplifiait l'importance de ma contribution. Cette possibilité me dérangeait suffisamment pour que je veuille que quelqu'un d'autre vérifie les calculs. Priya s'est assise à côté de moi à l'îlot de cuisine pendant que je passais en revue le tableur, travail de planification, révision de devis, logiciel, suivi des coûts, plan de rattrapage nocturne, mais virements récurrents. Elle n'a rien ajouté, n'a formulé aucune hypothèse. Dès qu'elle contestait une ligne, je devais fournir une pièce justificative ou la supprimer. Au final, le montant total était inférieur à ma première estimation. Cela m'a donné d'autant plus confiance en ce résultat. Priya s'est adossée. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que ça te dit? J'ai regardé le total. S'il remplace le travail correctement, les coûts de fonctionnement augmentent suffisamment. Pour couler l'entreprise? Non. Pour annuler l'agrandissement, peut-être. Ou le retarder. Elle a refermé l'ordinateur. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai songé à mentir. Du soulagement. Cela nous a surprises toutes les deux. J'avais passé des journées entières à m'inquiéter du fait que retirer mon soutien reviendrait à détruire quelque chose dont des employés dépendaient. Les chiffres disaient le contraire, Whitmore Rénovation pouvait survivre sans moi. Elle devrait simplement payer le coût réel de son propre fonctionnement. Cette distinction était capitale, je n'étais pas en train de mettre le feu à un bâtiment, je déposais simplement la facture d'électricité sur le bureau de la personne qui allumait les lumières. Cette nuit-là, de retour au centre de rééducation, j'ai rouvert le premier email de Paige, puis le deuxième message vocal, puis l'email de ma mère sur la dissimulation des chiffres. Pendant près d'1 heure, j'ai essayé de décider si dire à Paige que j'étais vivante serait une erreur. Garder le secret me donnait un avantage, tant que mes parents me croyaient disparu, ils agissaient sans anticiper mes objections. Chaque email devenait une preuve plus nette,
chaque tentative de transfert de responsabilité mettait quelque chose au jour. Mais on demandait maintenant à Paige de signer une garantie personnelle, en partie parce que tout le monde me croyait hors circuit. Si je gardais le silence uniquement pour accumuler plus de preuves, je la laisserais s'avancer vers une décision dont je mesurais déjà le danger. Cela ne me convenait pas. Non pas parce qu'elle avait mérité d'être protégée, mais parce que j'avais décidé de ne pas devenir le genre de personne qui laisse quelqu'un tomber dans un piège sous prétexte qu'il a autrefois profité du mien. Il y avait un autre problème, je voulais quelque chose d'elle qui était plus difficile à admettre. Une part de moi voulait que Paige lise tout et me choisisse, moi, voulais qu'elle traite notre mère de menteuse, voulais qu'elle dise qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, voulais qu'une personne de mon enfance confirme que je n'avais pas imaginé cette injustice. Si j'envoyais les preuves avec des instructions, je pourrais probablement la pousser vers cette réaction. C'était précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le faire. Le dossier était succinct, des copies du récapitulatif des paiements, la section pertinente des statuts de la société, l'email où ma mère écrivait que Paige n'avait pas besoin de savoir ce que j'assumais. Une brève explication sur le problème de la garantie personnelle limitée à ce que je savais de ma propre expérience. Puis un mot. Je l'ai réécrit 6 fois. La version finale tenait en 4 lignes. Je suis vivante. Je suis en sécurité. Je ne reviendrai pas pour régler cela. Ce que tu fais de la vérité t'appartient. Aucune adresse, aucune accusation, aucune exigence qu'elle garde mon secret. Priya m'a aidé à organiser un envoi avec suivi parce que je ne conduisais toujours pas. C'était tout. Le choix lui appartenait. Le lendemain après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, puis j'ai décroché. Allô ? Une respiration, puis la voix de Paige, tu es vraiment vivante ? Oui. Un son a traversé le combiné, difficile à qualifier, ni tout à fait un sanglot, ni tout à fait un rire. Bon Dieu, Nora. Je sais. Tu es vivante. Oui. Où es-tu ? En sécurité. Ce n'est pas une réponse. C'est celle que je te donne. Elle s'est tue, puis le ton de sa voix a changé, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? L'ancienne version de moi se serait d'abord excusée. Au lieu de cela, j'ai regardé la lumière du soleil s'étirer sur le sol de la chambre de rééducation. Parce que j'avais besoin de prendre une décision dans ma vie qui ne soit pas dictée par les besoins immédiats de cette famille. Ce n'est pas juste. Peut-être pas. Tu m'as laissé croire que tu étais morte. Je ne t'ai pas dit que j'étais morte. J'étais blessée. Et maman. Paige, les jeux coupés. Je ne poursuivrai pas cette discussion si elle a pour but de rendre ce qui s'est passé plus facile à accepter pour maman. Autre pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus basse, tu étais au courant pour la caution solidaire ? Je savais qu'ils avaient tenté des variantes de la même chose avec moi. Les garanties personnelles peuvent être courantes. Cela ne les rend pas inoffensives. Il a dit que si je croyais en l'entreprise, je devrais signer. En quoi crois-tu, toi ? Je ne sais pas, cette réponse sonnait plus effrayée que tout ce qu'elle avait dit jusque-là. Il n'arrête pas de me répéter que toi, tu l'aurais fait. Je ne l'ai pas fait. Quoi ? Je n'ai pas signé les versions qu'il voulait que je signe. Pas pour tout. Tu vois très bien ce que je veux dire. Oui. Elle a expiré longuement. Je pensais que l'entreprise payait pour le logiciel. Ce n'était pas le cas. L'assurance ? Le paiement de relais venait de moi. Les salaires ? 2 découverts comblés par mes soins. Les 2 étaient censés être temporaires. Rien n'a filtré pendant plusieurs secondes, puis, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Cette question était différente de la première, cette fois, elle ne me demandait pas pourquoi j'avais caché le fait d'être en vie, elle m'interrogeait sur les années précédentes. J'ai essayé de parler des coûts. Tu trouvais que je rendais tout trop compliqué. Non, maman disait que les chiffres étaient compliqués. Paige n'a pas répondu. J'ai continué, tu étais dans la pièce lors de certaines de ces conversations. Tu as changé de sujet toi aussi. Ce n'est pas la même chose que de savoir. Non. J'ai laissé un silence s'installer avant d'ajouter, mais tu préférais la version où tu n'avais pas besoin de poser de questions. Sa respiration s'est modifiée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait raccrocher.
Elle ne l'a pas fait. Quand Paige a enfin parlé, il n'y avait plus aucune défensive dans sa voix. C'était sans doute une plus grande prise de responsabilité que ce à quoi je m'attendais, pas assez pour tout effacer, mais assez pour poursuivre la discussion. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a-t-elle demandé. La voilà, la question que j'avais secrètement espérée. « Choisis-moi. Dis non à maman. Dénonce papa. Rends les compliments. Dis que j'avais raison. » Toutes les réponses ont afflué d'un coup. Au lieu de cela, j'ai dit « rien pour moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne te donne pas une nouvelle mission. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Décider de ce que tu es prête à assumer quand je ne suis plus là pour servir de filet. Nora. Je suis sérieuse. Tu me laisses juste gérer ça toute seule? Oui. C'est un peu affreux. Peut-être. Un rire las lui a échappé. Tu as vraiment changé. Non. J'ai regardé la telle autour de mon épaule. Je crois que j'ai simplement arrêté de faire une chose. Quoi? Prendre chaque problème qu'on me tend avant d'avoir vérifié à quel nom il est réellement adressé. Paige est restée silencieuse, puis a dit « Maman prépare quelque chose ». Mon estomac s'est serré. Quoi? Un dîner du souvenir. L'expression sonnait faux. Un quoi? Elle refuse d'appeler ça des funérailles parce qu'il n'y a pas de certificat. Elle dit que c'est privé, les employés, la famille, quelques clients de longue date. Bien sûr qu'il n'y avait pas de certificat. Ce détail avait désormais de l'importance pour Paige. Quel est l'objectif? Elle dit que les gens ont besoin de faire leur deuil. Et elle veut annoncer la passation de pouvoir. Tout était là, le deuil pour moi, la continuité pour l'entreprise. Les deux avaient été regroupés dans le même paquet. Après l'appel, j'ai vérifié mon ancienne boîte email. Une ébauche d'annonce était arrivée moins d'une heure plus tôt depuis le compte général de Whitmore Rénovation. Je l'ai lu lentement, une plaque commémorative portant mon nom, une bourse annuelle pour les jeunes femmes entrant dans la gestion de chantier, Paige poursuivant l'héritage que Nora a contribué à bâtir. Pendant quelques secondes, l'histoire de la bourse m'a touché. À 25 ans, j'aurais dû être trop jeune pour me soucier d'une plaque, visiblement, ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de douloureusement séduisant à voir son nom associé à la gratitude, à une reconnaissance publique, à une phrase affirmant que j'avais bâti quelque chose, toutes ces choses que j'avais désirées de mon vivant. Désormais offerte parce que j'étais censé ne plus pouvoir m'y opposer. Vers le bas, une autre ligne apparaissait, l'entreprise prévoit de finaliser la transition de propriété conformément aux souhaits précédemment exprimés par Nora. Mes souhaits précédemment exprimés. Je n'avais exprimé qu'un seul souhait pertinent, je ne signais pas la version 6. La bourse a cessé de paraître généreuse, elle ressemblait désormais à une facture. Des honneurs en échange de mon absence. Mon téléphone a vibré. Paige, maman a avancé le dîner à vendredi. Un deuxième message, elle dit que je dois signer la caution et accepter le nouveau rôle sur scène. J'ai ouvert mon calendrier. Le vendredi était vide. Pendant des années, une case vide avait signifié « disponible ». Ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris qu'elle pouvait signifier autre chose, à moi. 4 jours ressemblaient à une date limite. C'était probablement pour cela que mon cerveau y a mieux réagi que mes émotions. Le lendemain à 8 heures, j'avais transformé ce vendredi en une séquence d'étapes plutôt qu'en une menace. La première chose que j'ai ouverte n'était pas le SMS de Paige, mais les statuts de l'entreprise. Cet exemplaire dormait dans mes dossiers depuis 3 ans, presque ignoré parce que, jusqu'à l'apparition de la version 6, mes 20% d'intérêt me semblaient plus symboliques qu'utiles. Ce matin-là, j'ai lu chaque section relative aux cessions, au rachat de parts, aux droits de vote et aux amendements. Puis je les ai relus. Rien dans ces pages ne disait que mes parents pouvaient convertir le silence en consentement. Rien ne disait que ma disparition transférait mes parts à Paige. Rien ne disait qu'un dîner d'hommage pouvait se substituer à ma signature. Le rachat proposé exigeait ma personne, pas mon souvenir, pas l'interprétation de mes parents sur ce que j'étais censé vouloir, moi. J'ai donc rédigé une notification officielle. Des phrases courtes, aucune accusation, aucune mention des escaliers, aucune mention de ma mère. J'y déclarais que je n'avais pas consenti au rachat proposé de mes parts sociales, que je n'avais pas approuvé la version 6 des statuts,
que je n'avais autorisé personne à exprimer un consentement en mon nom et que je n'autorisais aucun transfert. Amendement ou déclaration fondée sur des volontés présumées. Le premier jet faisait presque 3 pages, la version finale faisait moins d'1 page. Priya l'a relu en visioconférence pendant sa pause déjeuner. Tu as supprimé le paragraphe énervé? Il n'y avait pas de paragraphe énervé. Il y avait 6 phrases en tenue de travail. J'ai effacé une autre ligne. Mieux? Beaucoup mieux. Quelque chose d'inexact sur le plan factuel? Non. C'était tout ce dont j'avais besoin de sa part. Les statuts indiquaient l'adresse à laquelle les notifications officielles devaient être envoyées. J'y ai expédié le document, mis les associés en copie, sauvegardé les accusés de réception et envoyé un exemplaire signé en recommandé avec accusé de réception. Ensuite, j'ai établi une dernière chronologie pour moi-même. Version 3 reçue, version 6 découverte, email affirmant que je signerai refus au dîner de dimanche, chute, déclaration à la police, modification des accès, arrêt du soutien financier, rectification professionnelle envoyée. Notification de non-consentement délivrée. 9 lignes. Aucun adjectif. Cette sobriété m'a apaisé. À l'heure du déjeuner, quelque chose d'important avait changé. Le vendredi pouvait encore être humiliant, ma mère pouvait toujours accrocher ma photo à un mur et raconter aux gens ce que j'étais censé avoir cru, mon père pouvait toujours décrire mon travail comme un dévouement aveugle, Paige pouvait toujours signer tout ce qu'on mettrait devant elle. Mais il ne pouvait plus utiliser cette pièce pour s'emparer de mes parts, il ne pouvait plus l'utiliser que pour montrer ce qu'ils avaient prévu de faire de mon absence. La différence me semblait immense. Pour la première fois depuis la chute, j'avais verrouillé ma position avant la confrontation au lieu d'espérer pouvoir la défendre pendant celle-ci. Cet après-midi-là, un autre type de retour a commencé. Mon responsable avait validé une reprise progressive, et ma première demi-journée de reprise s'est faite en télétravail. Le lendemain matin à 9 h, j'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel depuis la table de la salle à manger, pas celui qui contenait les documents Whitmore, mais mon véritable outil de travail. Un projet de rénovation d'hôpital m'attendait là où je l'avais laissé. Il y avait 46 emails non lus, ce qui était presque réconfortant, le chantier avait continué sans moi, personne ne s'était effondré parce que Nora Whitmore n'était pas joignable. J'ai tapé, insultant. J'avais prévu de sauver tout le secteur du bâtiment commercial avant midi. Sa réponse a fusé, limite fixée à 2 h. J'ai souri et ouvert un registre des ordres de modification. Un sous-traitant avait soumis un impact de planning qui ne correspondait pas aux dates des courriers justificatifs. Le problème était ordinaire, presque ennuyeux, c'était formidable. Pendant 90 minutes, j'ai recoupé des dates, comparé des révisions et rédigé des questions que personne n'interpréterait comme de la déloyauté. Personne ne m'a dit que j'étais pénible pour avoir remarqué un décalage, personne n'a prétendu que les chiffres comptaient moins que la confiance de quelqu'un. Lorsque j'ai trouvé la dépendance manquante, j'ai envoyé une note au chef de projet. Il m'a répondu, bien vu, mets à jour le registre et on voit ça demain. C'était tout. Bien vu. Pas, tu es la seule à pouvoir gérer ça, pas, on savait que tu arrangerais le coup. Une tâche, une contribution, un salaire. Vers midi, la fatigue a commencé à peser derrière mes yeux. L'ancienne Nora l'aurait ignoré, la nouvelle version a regardé l'horloge. J'ai enregistré le fichier et fermé l'ordinateur. Ma main est restée posée sur le capot un instant, car s'arrêter alors que du travail restait à faire semblait encore vaguement irresponsable. Puis je l'ai rabattu. Le bâtiment ne s'est pas effondré, une autre expérience menée avec succès. Le jeudi après-midi, Paige m'a envoyé une photo. Une pile de papier reposait sur ce qui ressemblait au bureau de notre père. La première page portait l'intitulé « Caution personnelle et solidaire ». En dessous figurait une « reconnaissance de responsabilité de direction ». Son message a suivi, maman dit que c'est juste pour officialiser les choses vendredi. Puis un autre, est-ce qu'ils t'ont déjà fait signer ça? J'ai examiné la photo avec attention. Je ne peux pas te dire quoi signer, ai-je répondu. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. C'est vrai. Ils m'ont demandé de signer des garanties similaires. J'ai refusé. Cette fois, sa réponse a mis plus de temps à arriver. Maman m'a dit que tu te portais toujours garante pour l'entreprise personnellement. 1 minute s'est écoulée. Pourquoi elle me dirait ça? Mon pouce est resté au-dessus du clavier.
Parce qu'elle a besoin d'une autre Nora. Parce que la machine a faim. Parce qu'on t'a laissé croire que le leadership consistait à recevoir l'autorité sans en assumer les risques. Tout cela n'était que des interprétations. J'ai donc donné à Paige ce que je pouvais prouver, demande-lui de quel document elle parle. Demande-lui la copie signée. Paige a envoyé un pouce levé. Rien d'autre. Ce soir-là, j'ai préparé des vêtements pour le vendredi. Je l'ai fait sans l'avoir consciemment décidé, un pantalon noir, un chemisier vert foncé facile à enfiler sans heurter mon épaule blessée, des chaussures plates. Rien de spectaculaire, pas de robe rouge, aucun costume théâtral de résurrection, juste des vêtements confortables. La tenue est restée posée sur le dossier de la chaise de ma chambre pendant que je réchauffais de la soupe. Toutes les quelques minutes, mes yeux y revenaient. À 19h, j'avais imaginé mon entrée sous au moins 6 variantes différentes, la porte s'ouvre, ma mère s'arrête de parler, papa lâche ses feuilles, Paige se retourne, les gens chuchotent, puis je traverse la pièce et je prononce une phrase d'une précision dévastatrice. Ce fantasme me mettait mal à l'aise parce qu'il était agréable et pas seulement agréable, mérité. Ils avaient parlé de moi comme d'un obstacle qui avait opportunément cessé de respirer, ils s'apprêtaient à graver mon nom sur une plaque tout en concluant la transaction que j'avais refusée. J'avais bien le droit à un instant où je les verrais perdre pied. Mon téléphone a vibré. Priya, comment va l'épaule? Toujours attachée à mon corps. Toujours en train de protester. Le dîner de demain. Je savais de quel dîner elle parlait. Peut-être. Elle a appelé au lieu d'écrire. Tu y vas. Je n'ai pas dit ça. Tu as sorti des vêtements, n'est-ce pas? J'ai regardé la chaise de la chambre. Tu organises tes émotions avec des fournitures de bureau. Les vêtements ne sont qu'une version textile d'une liste de contrôle. C'est insultant. Est-ce que c'est faux? J'ai emporté le téléphone dans le salon. Non. Priya s'est tue un moment, puis a demandé, si tu y vas, qu'attends-tu de cette assemblée? La vérité. Elle est déjà consignée par écrit. J'ai détesté la rapidité de sa réponse. Peut-être que je veux qu'ils arrêtent de mentir. Peux-tu les y forcer? Non. Alors qu'attends-tu de cette assemblée? La réponse est venue avant que je n'aie le temps de la polisser, je veux voir leur tête. Elle était là, crue dans sa sincérité. Priya ne m'a pas dit de ne pas y aller, et cela m'a aidé. Si elle m'avait dit, sois la plus intelligente, j'aurais peut-être pris la voiture par pure rancœur. Au lieu de cela, elle a dit, d'accord. D'accord? Tu as le droit de vouloir ça. La pression dans ma poitrine s'est légèrement relâchée. Mais? Pas de mais. J'ai une question. Évidemment. Si tu ne vois jamais leur visage, est-ce que quoi que ce soit de ce que tu as déjà accompli devient moins vrai? La pièce est devenue très silencieuse. Ma serrure était changée. Mon argent était à moi. Mon identité professionnelle était rétablie. Mon refus officiel existait. La déposition à la police existait. Les statuts de l'entreprise n'avaient pas changé simplement parce que ma mère le voulait. Mon plan de reprise du travail n'exigeait l'accord de personne chez Whitmore Rénovation. Non, ai-je répondu. Priya a laissé la réponse résonner. Après avoir raccroché, j'ai rapporté le chemisier vert dans le placard. Les chaussures ont suivi. Mes clés de voiture sont restées sur le crochet près de la cuisine. Le vendredi soir est arrivé sans bruit. Cela m'a presque contrarié, le ciel ne s'est pas assombri de façon spectaculaire, le tonnerre n'a pas grondé au-dessus de Chicago, rien n'a annoncé que mes parents s'apprêtaient à tenir un dîner d'hommage pour une fille assise chez elle en train de manger un sandwich au fromage grillé. À 18h12, Paige a envoyé un lien, il diffuse une partie en direct pour le personnel de chantier qui n'a pas pu venir. Tu n'es pas obligé de regarder. J'ai fixé le message, puis j'ai ouvert le lien. La vidéo montrait une salle de réception dans un petit hôtel près d'Oak Park. C'était tout ce que je m'autorisais à observer directement, des tables rondes, un pupitre, un écran affichant ma photo. La photo datait d'un dîner de fin d'année de l'entreprise 2 ans plus tôt, Paige avait été coupée de l'image originale, ce qui m'a paru presque comique au vu du nombre de fois où l'inverse s'était produit. Ma mère s'est approchée du micro. J'ai monté le volume. Nora a toujours pensé que la famille passait avant tout. Mon estomac s'est contracté. Hélène a continué de parler, mais j'ai coupé le son.
Cette phrase suffisait, c'était évidemment la version de moi dont elle avait besoin. Pas la Nora qui disait non, pas la Nora qui détenait 20%, pas la Nora qui avait demandé pourquoi la version 6 existait. Une fille morte était plus facile à aimer, parce qu'une fille morte ne pouvait pas contester le récit. J'ai fermé la vidéo. Pendant les 20 minutes suivantes, rien ne s'est passé et du moins, rien dont j'ai eu connaissance. Cette nuance était devenue essentielle, ne pas imaginer la salle, ne pas inventer les expressions, ne pas scénariser des conversations privées sous prétexte qu'elles avaient probablement lieu. J'ai lavé mon assiette, pris mes médicaments du soir, répondu à un email professionnel, puis je me suis souvenu que je m'étais promis de ne pas rouvrir mon ordinateur portable. À 18h58, Paige a envoyé une photo. L'acte de caution solidaire reposait sur une table à côté de la reconnaissance de responsabilité, aucune signature. Son message indiquait, elle me les a mis sous le nez 10 minutes avant que je prenne la parole. Un autre est apparu, j'ai demandé si tu en avais déjà signé un. Et alors? Elle a dit que Nora comprenait le sens du devoir. Je me suis assise. Cette phrase reliait des années de ma vie plus efficacement que n'importe quel tableur, Nora comprenait le sens du devoir. Ce qui signifiait, Nora ne demandait pas à qui incombait le risque, Nora ne mettait personne dans l'embarras en refusant publiquement, Nora n'exigeait pas que la personne recevant l'autorité assume également la responsabilité. Et maintenant que Nora était censée avoir disparu, le devoir avait besoin d'une nouvelle adresse. Paige a envoyé un dernier message, j'ai demandé la copie signée. Elle ne me l'a pas donnée. J'ai tapé lentement, alors tu as ta réponse sur ce que j'ai signé. Rien n'est revenu pendant près de 15 minutes. Le téléphone est resté noir. Puis la notification du direct est réapparue, Paige était en train de parler. J'ai ouvert le flux. Son visage paraissait pâle sous les lumières de la salle de réception. Un discours imprimé reposait sur le pupitre, elle l'a touché une fois, puis l'a écarté. J'étais censé vous parler ce soir de la poursuite du travail de Nora, a-t-elle dit. Ma respiration a ralenti. Quelqu'un a bougé hors champ. Paige a regardé vers le côté de la pièce. Avant d'accepter quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir ce qui appartenait réellement à Nora. La voix de ma mère a résonné depuis un endroit hors cadre, Paige, ce n'est pas le moment ce soir. Le micro l'a capté. Paige a baissé les yeux une seconde, puis les a relevés. C'est ce qu'on lui répétait toujours. La salle elle-même restait presque entièrement en dehors du champ de la caméra. J'entendais une chaise bouger, une toux, rien d'autre de distinct. Paige a poursuivi, je ne signerai pas la caution ce soir. Je n'accepterai pas le poste de direction des opérations ce soir. Et je ne vais pas rester ici à prétendre que Nora voulait quelque chose alors que je n'ai vu aucun document signé de sa main l'attestant. J'ai plaqué ma main sur ma bouche. Non pas parce qu'elle m'avait choisi, elle ne l'avait pas fait. C'était précisément ce qui donnait toute sa valeur à ce geste, elle choisissait de ne pas marcher là où j'avais marché. L'ancienne version de moi en aurait voulu plus, qu'elle dévoile l'email, qu'elle lise le récapitulatif des paiements, qu'elle dise à tout le monde qu'Hélène avait masqué les chiffres, qu'elle prononce mon nom et annonce que j'étais vivante. Paige n'a rien fait de tout cela. Elle a simplement refusé. Je refuse de prendre la tête de quelque chose qui ne fonctionne que si l'une des filles disparaît à l'intérieur, a-t-elle conclu. Puis elle s'est éloignée du pupitre. La diffusion s'est arrêtée moins d'une minute plus tard. Je suis resté sur mon canapé, le téléphone à la main. Aucun applaudissement ne m'est parvenu, aucune vue de mon père, aucune image du visage de ma mère. Et curieusement, je n'en avais pas besoin. La chose la plus importante qui s'était produite dans cette pièce avait déjà eu lieu avant même que Paige ne se lève, mes parts étaient protégés, mon aide financière avait cessé, mes accès avaient été révoqués, mon statut professionnel avait été rétabli. Cette soirée n'avait pas créé ma liberté, elle avait simplement révélé ce qui se passait lorsque l'ancien système essayait de tourner sans moi. Paige a appelé 43 minutes plus tard. Tu as regardé une partie? Oui. Maman dit que je l'ai humiliée. Tu as dit non. C'est ça, ta réponse? Oui. Elle a dit que je l'avais prise en traître devant les employés. Étais-tu au courant pour la caution? Non. Alors qui a pris qui en traître? Paige a émis un petit bruit qui aurait pu être un rire. Je sais. C'est ça que ça fait? Quoi? De dire non. J'ai regardé la fenêtre sombre en face de moi. Au début, c'est assez affreux. C'est encourageant.
Ça devient moins spectaculaire. Tu as quoi? 2 semaines d'entraînement? Apparemment, je suis doué pour ça. Cela l'a vraiment fait rire. Puis sa voix s'est adoucie, tante Joanne est venue me voir après. Qu'a-t-elle dit? Que j'aurais dû poser des questions plus tôt. Autre chose? Elle a dit qu'elle aurait dû dire quelque chose il y a des années. Mon téléphone a vibré pendant que Pej parlait encore, un message de Joanne. La même phrase, 2 sources distinctes. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Ma réponse à Joanne a été brève, tu pourras dire quelque chose la prochaine fois. Aucune absolution, aucune punition, simplement une responsabilité future qui lui appartenait. Pej s'est tue au téléphone, puis elle a dit, je vais leur dire. Mes doigts se sont resserrés sur l'appareil. Quoi? Que tu es vivante. Pendant des semaines, j'avais contrôlé cette information parce que j'avais besoin d'espace pour récupérer et agir avant que quiconque ne puisse m'assaillir d'explications, de pression ou de papier. Ce travail était accompli pas en totalité, mais suffisamment. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Oui. Où es-tu? Je ne leur donne pas cette information pour le moment. Qu'est-ce que je dois leur dire? Dis-leur que je suis en sécurité, c'est tout. Dis-leur que je me remets. Ne leur donne ni mon adresse ni le nom du centre de rééducation. Ils connaissent ta maison. Ils connaissent une adresse. Cela ne veut pas dire que la porte s'ouvre. Pej a soupiré. C'est vrai. Ce simple mot m'a montré qu'elle comprenait bien mieux les choses qu'une semaine plus tôt. Après l'appel, je suis resté longtemps assise dans le calme. Le secret avait rempli son office, si l'ensemble de mon plan dépendait encore du fait que mes parents me croient morte, alors je n'avais rien reconstruit de solide. La discrétion m'avait donné du temps, elle n'était pas censée devenir une autre prison. Le lendemain matin, après avoir reçu le feu vert médical et une longue liste de recommandations, je suis rentré définitivement dans ma maison de ville. Pas complètement guéri, pas tiré d'affaire, chez moi. Mon sac de voyage est resté posé près de l'escalier, je l'y ai laissé, sans besoin de prouver quoi que ce soit en le montant immédiatement. Le café passait lorsque la notification de la caméra a retenti, mouvement à la porte d'entrée. Ma mère remplissait l'écran. Mon père se tenait quelques pas derrière elle. Pendant un instant, aucun des deux n'a bougé. Puis Hélène a fouillé dans son sac, la clé d'urgence. Je l'ai regardée l'insérer dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Elle a réessayé, puis est passée au digicode, ancien code, voyant rouge, encore une fois, voyant rouge. La sonnette a retenti. Mon pouls a bondi si fort que je l'ai senti dans mon épaule blessée. Le téléphone a sonné ensuite, maman. Je n'ai pas répondu. Un autre coup de sonnette, puis un SMS, Pej nous a dit. Ouvre la porte. Mon pouce est resté au-dessus de l'écran. Les anciennes règles tenaient toutes dans ces 4 mots, nous savons, nous sommes venus, ouvre. Aucune question, aucune demande de permission, aucune reconnaissance du fait que la maison m'appartenait. J'ai tapé posément, je suis vivante. Je suis en convalescence. Toute communication nécessaire devra se faire par écrit. Sa réponse est arrivée presque instantanément, ouvre cette porte. La sonnette a retenti à nouveau. Je me tenais dans le couloir, fixant la porte d'entrée. Pendant 25 ans, quelqu'un dans cette famille avait toujours décidé de ce que le rôle de bonne fille exigeait à l'instant suivant, répondre, payer, réparer, porter, expliquer, ouvrir. Ma machine à café a bipé depuis la cuisine. Je me suis détourné de la porte et j'ai marché vers elle à la place. Le café avait un goût affreux, je l'ai bu quand même. Lorsque la tasse a été à moitié vide, la sonnette avait cessé. La caméra montrait ma mère toujours sur le perron, les bras croisés sur la poitrine. Mon père s'était rapproché du trottoir. Aucun des deux ne savait que je les observais. C'était différent de savoir ce qu'ils pensaient. Pendant des années, j'avais comblé ces silences automatiquement, maman doit être inquiète, papa doit avoir peur, Pej ne pensait sans doute pas à mal. J'avais fait des prévisions émotionnelles pour tout le monde autour de moi en appelant cela de l'empathie. Ce matin-là, je m'en suis tenu aux faits observables, ma mère a essayé la porte, la clé n'a pas fonctionné, elle m'a demandé d'ouvrir, j'ai refusé. Après quelques minutes supplémentaires, ils sont partis. Rien n'a explosé, personne ne s'est effondré sur le perron, aucune voiture de police n'a débarqué.
La porte d'entrée est restée fermée, et ma maison est restée la mienne. 20 minutes plus tard, les emails ont commencé. Maman a écrit en premier, « Comment as-tu pu nous laisser croire que tu étais morte ?» Mon père a suivi 8 minutes après, « Cela a assez duré. Nous devons parler en personne. » J'ai lu les 2 messages à la table de la cuisine, puis j'ai attendu que mon rythme cardiaque ralentisse avant de répondre. Non pas pour les punir par le silence, mais parce que j'avais enfin appris que l'urgence appartenait à celui qui la créait. La panique de ma mère ne devenait pas automatiquement mon échéance. Ma réponse a tenu en 6 phrases, je n'ai dit à personne que j'étais morte. Je n'ai pas établi de certificat de décès, ni autorisé d'hommage, ni demandé à quiconque d'annoncer ma mort. J'ai exercé mon droit au secret médical après avoir été blessé. Je suis en convalescence. Désormais, toute communication devra se faire par écrit, sauf accord préalable entre nous. Je ne discuterai d'aucun document commercial sans l'avoir reçu avant toute rencontre. Mon père a répliqué presque aussitôt, « Tu te caches derrière de la paperasse. » Pour une fois, l'accusation n'a pas fait mal. La paperasse n'était pas l'endroit où je me cachais, c'était l'endroit où les autres n'avaient plus le droit de réécrire le passé. Maman a envoyé 3 autres messages ce matin-là, le premier était empreint de colère, le deuxième de chagrin, le troisième me demandait si je me rendais compte de ce que Paige avait fait à l'entreprise. À celui-là, je n'ai pas répondu. Dans l'après-midi, mon père a sollicité un rendez-vous. J'ai accepté à mes conditions, un café près de mon bureau, en journée, dans un lieu public, aucun document remis sur table, et tout sujet professionnel devant être envoyé par email au moins un jour à l'avance. Si le ton montait ou si la conversation tournait à la pression pour me faire signer quoi que ce soit, je partirais. Papa a répondu, « Très bien. » Maman a répondu, « Je n'arrive pas à croire que ma propre fille ait besoin de règles pour nous parler. » J'ai fixé cette phrase plus longtemps que je ne l'aurais voulu, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. La rencontre a eu lieu 3 jours plus tard. Je suis arrivé en avance, car être en retard n'avait jamais fait partie de mes formes de rébellion. Une petite table près de la vitrine m'offrait une vue dégagée sur l'entrée. Mon épaule me lançait encore si je restais trop longtemps sans changer de position, et les escaliers faisaient hésiter mon corps pendant une demi-seconde avant que mon cerveau ne prenne le relais. La convalescence n'avait rien de romanesque, c'était inconfortable, c'était découvrir que se laver les cheveux pouvait être épuisant, et que le corps se souvenait parfois avant même que l'esprit ne le veuille. Maman et papa sont entrés ensemble. Ma mère s'est arrêtée net en me voyant. Sa main s'est portée à sa bouche. Papa est resté derrière elle. Pendant une seconde, aucun n'a parlé. Ce moment aurait dû combler la part de moi qui avait autrefois imaginé faire irruption au dîner d'hommage. Ce ne fut pas le cas. Peut-être parce qu'il n'y avait pas une salle pleine de témoins, peut-être parce que je n'en avais plus besoin. Maman a franchi la distance en premier. Nora. Elle a tendu les bras vers moi. J'ai reculé d'un pas. Ses mains sont retombées. Tu ne me laisses même pas te serrer dans mes bras. Je ne suis pas prête pour cela. Son visage a changé pas en quelque chose de monstrueux, juste de blessé. Cela comptait aussi, une limite peut blesser quelqu'un tout en restant nécessaire. Nous nous sommes assis. Papa a commandé un café, maman non. Pendant près d'1 minute, personne n'a parlé. Puis elle a dit, « As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait traverser ?» C'était là. Pas, « As-tu mal ?» Pas, « Comment va ton épaule ?» Pas, « As-tu peur des escaliers maintenant ?» Juste, « Qu'est-ce que tu nous as fait traverser ?» Quelque chose s'est apaisé en moi. J'ai été blessé dans votre maison, ai-je dit. Je me suis réveillé en vous entendant, toi et papa, vous mettre d'accord sur ce que vous alliez raconter aux gens. Nous paniquions. C'est peut-être vrai. Tu étais allongé là et nous pensions. Vous pensiez que j'étais morte. Sa bouche s'est pincée. Oui. Et vous avez organisé un dîner de succession sans certificat de décès. Papa s'est penché en avant, ce dîner avait pour but de maintenir la stabilité de l'entreprise. Exactement. Sa mâchoire s'est crispée. Nora, nous n'allons pas faire comme si l'entreprise n'avait rien à voir là-dedans. Je ne fais pas semblant. Bien, parce que ce que tu as fait a des conséquences pour des dizaines de personnes. L'ancienne pression revenait, drapée dans un vocabulaire de responsabilité, les employés, l'héritage, les obligations, l'entreprise. Jamais ma signature, jamais mon consentement. Ce que j'ai fait,
ai-je répondu, c'est arrêter de payer personnellement les dépenses de l'entreprise, arrêter de fournir un travail d'analyste de projet non rémunéré, et refuser de vendre mes parts selon des conditions que je n'ai pas approuvées. Tu as retiré ton soutien au pire moment possible. J'ai retiré mon soutien. Ça revient au même. Non. Papa s'est adossé. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Tout est une distinction technique avec toi. La propriété est une distinction technique. Ses yeux se sont rétrécis. Maman est intervenue, nous ne sommes pas là pour nous disputer. Je l'ai regardé. Alors pourquoi sommes-nous là? Son expression s'est adoucie. Pour toi. J'ai attendu. Nous pensions que tu n'étais plus là. Je sais. Tu n'as aucune idée de ce que c'était. Probablement pas. Je n'arrivais pas à dormir. C'était peut-être vrai, elle pensait peut-être chaque mot. Puis elle a ajouté, et pendant que nous essayions de faire notre deuil, tout a commencé à s'écrouler. C'était revenu, mon absence mesurée à l'aune du désagrément opérationnel. J'ai baissé les yeux vers mon café. Quelques mois plus tôt, cela m'aurait anéanti. À présent, cela clarifiait les choses. J'avais voulu des excuses parce que je croyais que la bonne combinaison de mots transformerait mes parents en personnes capables de voir enfin la situation comme je la voyais. Peut-être ne le ferait-il jamais, cela ne rendait pas ma version moins réelle. Papa a posé ses deux paumes sur la table. Nous pouvons encore arranger la restructuration. Non. Tu n'as même pas entendu les nouvelles conditions. Je n'ai pas besoin de nouvelles conditions aujourd'hui. Tu possèdes 20% d'une entreprise que tu refuses d'aider. Je possède 20% d'une entreprise. Ce n'est pas la même phrase. Maman a fermé les yeux un instant. Nora, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Punir tout le monde parce que tu es en colère contre nous. L'entreprise peut payer pour le travail qu'elle consomme. Papa a eu un rire sans joie. Tu sais ce que cela va coûter? Oui. Cette réponse l'a arrêté net. J'avais fait les calculs, il savait que je les avais faits. Pour la première fois, le coût n'était pas une menace abstraite qu'il pouvait agiter pour me faire rentrer dans le rang, c'était simplement une charge d'exploitation. Maman a tendu la main sur la table, mais s'est arrêtée avant de toucher la mienne. Pourquoi fais-tu cela? La question m'a surprise. Non pas parce qu'elle ne l'avait jamais posée, mais parce que c'était sans doute ce qui se rapprochait le plus de la question fondamentale sous-jacente à toutes les autres. J'ai pris une inspiration. Est-ce que l'un de vous m'a déjà demandé si j'avais envie de continuer à porter tout cela? Maman a semblé déconcertée. Papa a froncé les sourcils. L'entreprise, les factures, les plannings, les découvertes, les erreurs de page, les appels du week-end. Être celle qui pouvait toujours tout gérer. Nous t'en étions reconnaissants, a dit maman. Ce n'était pas ma question. Papa a regardé vers la fenêtre. La voix de ma mère s'est durcie, tu as toujours été plus doué pour ces choses-là. Ce n'était toujours pas ma question. Aucune réponse n'est venue. La toute petite chose que j'avais désirée pendant des années reposait sur la table entre nous, une seule reconnaissance honnête, même pas des excuses, juste admettre que ma compétence n'avait jamais valu consentement. Ni l'un ni l'autre ne pouvait me l'accorder. Le plus étrange, c'est que j'ai survécu à cela aussi. J'ai terminé mon café, puis je me suis levé. Maman a levé les yeux, c'est tout pour aujourd'hui. Nous n'avons rien résolu. Moi, si. Dehors, l'air sentait la pluie. Mon épaule me faisait mal. Mes parents sont restés à l'intérieur. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans regarder à travers la vitre pour voir s'ils m'observaient. L'entreprise ne s'est pas effondrée. C'est devenu une évidence au cours des mois suivants. Whitmore Rénovation a d'abord annulé l'agrandissement de l'entrepôt, je l'ai su car, en tant qu'associé, j'ai reçu l'avis officiel révisé. La création de la deuxième équipe a été reportée. Un consultant en contrôle de projet a été embauché sous contrat. Le logiciel de planification a basculé sur une carte de l'entreprise. Les frais d'assurance sont apparus là où ils auraient toujours dû figurer. Plusieurs marges se sont resserrées. Aucune apocalypse n'a suivi, les chiffres ont simplement fait quelque chose de beaucoup moins spectaculaire et ils sont devenus honnêtes. Chaque tâche que j'avais autrefois absorbée avait désormais un prix. Chaque risque que mon père avait qualifié de « simple coup de main »
apparaissait quelque part dans un budget de fonctionnement. Chaque heure que j'avais cessé de donner bénévolement devait être attribuée à quelqu'un dont la fiche de poste l'incluait réellement. Priya a examiné un récapitulatif trimestriel avec moi pendant le déjeuner. Tu n'es pas cher payé. Merci. Ce n'était pas un compliment. Je sais. La ligne de bénéfice était plus basse qu'avant, mais toujours positive. L'entreprise était plus modeste, mais tournait toujours. J'ai fixé le rapport et j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pendant des années, j'avais cru que mon refus détruirait des vies, cette croyance m'avait gardé disponible bien après que la générosité s'était transformée en obligation. La vérité était moins flatteuse pour chacun d'entre nous, ils n'avaient pas besoin de moi pour survivre, ils avaient besoin de moi pour rendre leur survie moins chère. Une ancienne employée de Whitmore m'a contacté une fois au sujet d'un poste vacant dans mon entreprise. Je lui ai transmis l'offre publique et proposé de lui servir de référence pour le travail que je l'avais vu accomplir directement. C'était tout, aucune campagne pour vider les effectifs de mes parents, aucun recrutement par vengeance. Aider une personne n'exigeait pas de reconstruire tout le système derrière elle. Mon propre travail a repris son cours progressivement. Les demi-journées sont devenues des journées complètes. La kinésithérapie est passée de 3 séances par semaine à 2, puis à une seule. Le premier matin où j'ai monté les escaliers menant à ma chambre sans serrer la rampe au point de m'en blanchir les jointures, j'ai failli ne pas remarquer l'importance de ce moment. C'était sans doute bon signe, la guérison devenait ordinaire. Dire non le devenait aussi. 6 mois après la chute, j'ai pris la dernière décision commerciale majeure qui me rattachait à Whitmore Rénovation, j'ai vendu mes 20% de parts sociales. Pas selon la version 6, pas au montant que papa m'avait mis sous les yeux. Une évaluation indépendante nous a fourni une fourchette, et le prix final s'y est inscrit, rien de magique, mais assez pour être significatif, sans pour autant me faire changer de classe sociale du jour au lendemain. Les modalités de paiement étaient documentées, échelonnées et ennuyeuses, exactement ce que je voulais. Avant de signer, j'ai lu chaque page. Papa m'avait autrefois accusé de tout transformer en chiffres, cette fois, les chiffres étaient précisément ce qui me permettait de partir sans devoir la moindre gratitude à qui que ce soit pour m'avoir laissé faire. Une partie des fonds a servi à payer les frais médicaux non couverts par l'assurance, une autre est allée sur mon compte d'épargne de précaution, et le reste sur un compte que j'ai nommé Maison et Avenir. Pendant plusieurs minutes, je me suis demandé si ce nom était d'un sentimentalisme embarrassant, puis je me suis souvenu que personne d'autre n'avait accès à ce compte, et que personne d'autre n'avait donc son mot à dire. Paige a quitté Whitmore Rénovation avant que je ne finalise la vente. Elle me l'a annoncé elle-même lors d'un dîner un soir. Nous avions commencé à nous voir de temps en temps dans des lieux publics au début, puis lors de promenades, rien d'hebdomadaire, rien d'acquis. Elle avait accepté un poste de coordinatrice de projet chez un autre entrepreneur. L'intitulé était plus modeste que celui que maman avait prévu de lui donner, le bureau aussi. Donc, en gros, je repars de zéro, a dit Paige. Non. Elle m'a regardé. Tu commences au niveau où quelqu'un d'autre que maman évalue ton travail. Ça a l'air pire. C'est possible. Elle a remué sa soupe. Après un instant, elle a dit, ma responsable m'a reprise devant 2 personnes hier. Que as-tu fait? Je suis allé aux toilettes et j'ai dit du mal d'elle dans ma tête. Ça me semble parfaitement légal. Paige a souri faiblement. Puis j'ai vérifié le planning, et elle avait raison. J'ai attendu. Cette partie-là était moins drôle. Elle l'est rarement. Sa cuillère s'est posée contre le bol. Je croyais qu'être la préférée signifiait qu'il croyait en moi. La phrase est tombée plus doucement qu'elle ne l'aurait fait des mois plus tôt. Parfois, ai-je répondu, cela signifiait simplement qu'il te tenait à l'écart des chiffres. Elle a baissé les yeux. Je les ai laissés faire. Oui. Ses yeux ont croisé les miens à nouveau. Il fut un temps où j'aurais immédiatement adouci la réponse, ajouté du contexte, dit qu'elle était jeune, rappelé que maman nous avait conditionnés toutes les deux. Tout cela pouvait être vrai, rien de tout cela n'avait besoin d'effacer la première réponse. Oui, ai-je répété. Elle a hoché la tête. 1 mois plus tard, Paige a commencé à me rembourser l'une des dépenses que j'avais couvertes pour elle des années auparavant, de petits virements mensuels, sans chèque spectaculaire, sans grand discours. La première fois que l'un d'eux est apparu sur mon compte, j'ai failli le renvoyer, puis je me suis arrêté, refuser le remboursement aurait été une autre façon de préserver les anciens rôles.
Je l'ai donc laissé là. Cela ne nous réparait pas, mais cela rendait une ligne comptable honnête. Maman n'a jamais atteint ce stade. Ses messages sont devenus plus rares, mais leur fond n'a presque pas changé. L'un d'eux est arrivé un mardi soir pendant que j'attendais un rendez-vous de kinésithérapie. Combien de temps vas-tu nous punir? Je l'ai lu. La réponse dans ma tête est venue instantanément, ceci n'est pas une punition. Puis une autre pensée a suivi, elle savait déjà que je voyais les choses ainsi. Expliquer à nouveau ne créerait aucune compréhension, cela ne ferait que rouvrir une négociation. J'ai donc retiré son fil de discussion de mes favoris, sans la bloquer, sans répondre, et je suis entré à mon rendez-vous. Après coup, Priya et moi nous sommes retrouvés autour d'un plat thaïlandais. Nous avons parlé d'un sous-traitant qui continuait de soumettre les mêmes justificatifs d'avenant sous des noms de fichiers différents, d'une série télévisée affreuse dont elle était devenue obsédée. Et de la question de savoir si l'échelle des épices du restaurant essayait délibérément de nous tuer. Ma mère n'a pas été mentionnée une seule fois. À mi-chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais passé une soirée entière sans évoquer Whitmore Rénovation, cela m'a paru plus immense encore que d'avoir vendu mes parts. Une semaine plus tard, un colis est arrivé de la part de Paige. La boîte de montre en noyer reposait sur le dessus. En dessous se trouvaient les pièces d'argenterie manquantes. Tout au fond gisait le vieux classeur. Aucun mot n'expliquait pourquoi elle les avait pris. Je l'ai appelé. Tu as envoyé le colis? Oui. Pourquoi le classeur était chez toi? Maman l'a apporté après l'accident. Elle disait qu'on aurait peut-être besoin des anciens dossiers de chantier. Voilà, une source, pas une supposition. As-tu pris la montre aussi? Non, c'est elle. Elle a mis un tas de tes affaires dans des cartons. J'en ai emporté chez moi quand elle m'a dit qu'il faudrait faire le tri plus tard. Pourquoi? Paige est restée silencieuse un instant. Je n'ai pas de bonne réponse. Ce n'est pas grave. Si, ça l'est. Je l'ai laissé avec son inconfort. Elle a ajouté, j'aurais dû demander pourquoi nous touchions à quoi que ce soit. Oui. Autre pause. Je suis désolé. Merci. C'était tout, des excuses pouvaient être acceptées sans devenir un contrat de réconciliation immédiate. Après l'appel, j'ai ouvert le classeur. De vieilles notes manuscrites remplissaient les pages, des flèches de planning, des hypothèses de coûts, des rappels d'appel aux fournisseurs. Une version de moi existait dans chaque marge, 19 ans, 20 ans, 21 ans toujours en train de résoudre, toujours disponible. Pendant 1 heure, j'ai scanné tout ce qui méritait d'être conservé. Le classeur physique a rejoint une boîte d'archives, la version 6 y est ajoutée, tout comme ma copie du rapport de police. La boîte est allée sur une étagère dans le placard de la chambre d'amis et ni sous mon lit, ni à côté de mon bureau. Les preuves n'avaient pas besoin d'être visibles tous les jours pour demeurer vraies. La montre de ma grand-mère est restée sortie un peu plus longtemps. Je l'ai portée au travail le lendemain matin, puis je l'ai rangée dans ma commode. Tout n'avait pas besoin de devenir un symbole, parfois, une montre servait simplement à donner l'heure. Au printemps suivant, les matinées m'appartenaient d'une manière dont je n'avais jamais remarqué l'absence auparavant, café, douche, un coup d'œil aux emails professionnels, parfois de la musique. Aucune vérification automatique des comptes de mes parents, aucune réunion du dimanche, aucun inventaire mental de qui pourrait avoir besoin de quoi avant le dîner. La raideur dans ma jambe s'était presque entièrement estompée, mon épaule protestait encore par temps humide, mais les escaliers étaient redevenus de simples escaliers. Un samedi matin, la sonnette a retenti. J'étais à l'étage en train de plier du linge. La notification de la caméra est apparue sur mon téléphone, Paige se tenait sur le perron, 2 cafés à la main. Pas de valise, pas de papier, aucune expression de panique. Elle n'avait pas envoyé de message. Je l'ai regardé passer un gobelet d'une main à l'autre. Pendant quelques secondes, le vieux réflexe a voulu reprendre le dessus, elle est déjà là, ne rend pas la situation gênante, ouvre la porte. Au lieu de cela, j'ai tapé, tu as appelé avant. À travers la caméra, je l'ai vu sortir son téléphone. Ses épaules sont légèrement retombées. Une réponse est apparue, non, désolé. Elle a regardé la porte, puis a fait un pas en arrière. Un autre message est arrivé, j'aurais dû demander. Je m'en vais. Paige s'est tournée vers le trottoir. Je suis resté là où j'étais ni en colère, ni en train de la tester, laissant simplement cette limite achevée de devenir réelle.
2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau, est-ce que je peux passer? La question était si ordinaire que j'ai failli rire. Est-ce que je peux? Pas, je suis dehors, pas, ouvre, pas, maman a besoin qu'on se parle, pas, mais on est sœurs. Une demande. Pendant la majeure partie de ma vie, les personnes les plus proches de moi avaient traité l'accès à ma vie comme une preuve d'amour, clé, mot de passe, argent, temps, disponibilité. Si je résistais, cela signifiait que j'aimais moins. Debout en haut de mon propre escalier, téléphone en main, j'ai enfin compris à quel point c'était absurde. L'amour ne s'affaiblissait pas lorsque quelqu'un demandait la permission, parfois, demander était précisément ce qui le rendait sûr. Je suis descendu, une marche après l'autre. Aucun flash de la chute, aucune main cherchant à agripper une chemise. En bas, la lumière du soleil traversait la vitre étroite à côté de la porte d'entrée. L'ancienne clé d'urgence était à l'intérieur de ma maison désormais, rangée au fond d'un tiroir, personne à l'extérieur n'en avait de double. Paige attendait sur le trottoir. J'ai déverrouillé la porte. Elle s'est retournée en entendant le déclic. « Tu peux entrer » ai-je dit. Son visage s'est détendu sous l'effet du soulagement, mais elle n'a pas bougé avant que je ne me sois effacé. C'était important, non pas parce qu'elle était ma sœur, non pas parce qu'elle s'était excusée, non pas parce que le passé était effacé, mais parce que, cette fois, elle avait demandé. Pendant presque toute mon existence, la famille avait désigné des gens qui croyaient détenir déjà la clé. J'ai appris qu'elle pouvait aussi désigner des gens qui frappaient, et attendaient que je décide.